Vous êtes sur France 3, Paris-Île-de-France, c'est le 18h30, soyez les bienvenus et ce soir avec vous, direction un monde parallèle, le métavers, la nouvelle dimension du numérique, une planète virtuelle où tout semblerait réel, une formidable promesse d'avenir pour certains, un effroyable cauchemar pour d'autres. L'Île-de-France compte de plus en plus d'entreprises spécialisées dans le métavers. Vous pouvez y acheter des œuvres d'art, des vêtements, vous cultiver, voyager, étudier ou participer à des réunions assis depuis votre salon ou votre bureau avec un casque. Alors, quelles applications dans notre quotidien? Le métavers est-il un danger pour l'être humain et les relations sociales? Nous en parlons avec nos invités. Bonsoir Emmanuelle Galichet, enseignante-chercheur en physique nucléaire au Conservatoire national des arts et métiers. Vous utilisez la réalité virtuelle et le métavers dans vos cours. Bonsoir Bertrand Wolf, cofondateur d'Antilogie, cabinet conseil en réalité virtuelle, augmentée, mixte et métavers, créé il y a 5 ans, en 2017. Vous avez comme client des grands groupes et des institutions. Bonsoir Nathan Dever, doctorant en philosophie, auteur de ce livre passionnant, Les liens artificiels, paru chez Albin Michel. Vous êtes d'ailleurs nommé au prix Goncourt. Avec nous également sur ce plateau de la rédaction de France 3 Paris-Île-de-France, Morgane Prévost pour de nouveaux décryptages. Et oui, ce soir, je suis en train de vous donner une définition du métavers, ses outils, ses applications. Regardez ce chiffre pour commencer, 1992. Et oui, c'est une date, figurez-vous, la date d'apparition du mot métavers, employé pour la première fois en 1992 dans un livre de science-fiction américain il y a déjà 30 ans. Son auteur, Neal Stephenson, il décrit un univers virtuel où la création d'une seconde vie est possible et surtout dans lequel le personnage du roman a accès à un savoir illimité. Métavers, méta pour au-delà, vers de l'univers, au-delà de l'univers. Bertrand Wolf, le métavers, est-ce que c'est la nouvelle révolution numérique? Vous l'avez évoqué tout à l'heure dans le lancement, c'est la nouvelle dimension du numérique. En fait, notre vie numérique, elle a 50 ans et elle est en 2 dimensions. On a toujours utilisé des écrans. Et l'arrivée du métavers, c'est simplement, non pas une révolution, mais une évolution, c'est-à-dire le passage de notre vie numérique en 3 dimensions. Et comme nous sommes des animaux en 3 dimensions, ça n'a échappé à personne, eh bien, on va retrouver, je pense, avec le métavers, certaines des pratiques qu'on trouve dans la vraie vie et qui étaient plus difficiles à avoir dans un monde en 2 dimensions. Cette question avec Galichet, donc vous qui êtes professeur, vous utilisez le métavers, la réalité virtuelle dans vos cours. Est-ce que pour autant, c'est 100% du virtuel chez vous? Est-ce que vous y croyez un jour à des cours 100% virtuels, métavers, dans des salles de classe virtuelles, des élèves avec des casques depuis chez eux? Alors non, je pense que le rapport humain sera toujours le plus important et on voit très bien que le regard finalement des professeurs vers leurs élèves et vice-versa est extrêmement important. Pour autant, ça nous donne un outil en plus pour capter l'attention, pour avoir tous les sens qui vont être comme ça mis en avant. Et donc ça permet une meilleure concentration et on voit des élèves qui ne dorment plus, par exemple, sur leur bureau. Donc ça, c'est bien. Alors, bien sûr, il ne faut pas l'utiliser la nuit, parce que là, ils ne vont plus dormir, et les insomnies, c'est pas bon pour avoir son doctorat ou un diplôme. Alors vous, Nathan Dever, c'est passionnant à votre ouvrage, Les liens artificiels. Vous y décrivez un personnage qui va donc lui-même créer donc son avatar, c'est-à-dire son double dans ce jeu virtuel, les liens artificiels. Et vous, ce n'est pas le métavers, en tout cas, ce lieu virtuel, ce jeu un peu grandeur nature. Vous avez appelé ça l'antimonde. Il y a cette publicité de cet antimonde dans votre ouvrage, en anticipation. Connaissez-vous l'antimonde, le seul jeu vidéo qui va vous faire préférer ce monde virtuel à la vie? Pourquoi l'antimonde? Parce que ça fait peur, l'antimonde comme nom quand même. L'antimonde, parce que ça fait peur dans les 2 sens du terme. Anti-monde, ça veut dire le contraire du monde, un univers où l'homme devient démiurge de son propre univers et où il invente quelque chose de désincarné, etc. Et anti-monde au sens aussi du reflet, comme dans un miroir. Vous savez, quand on se regarde dans un miroir, ce qui est à gauche est à droite et ce qui est à droite est à gauche dans le reflet. Et si vous voulez, c'est-à-dire l'idée d'inverser les coordonnées du réel. Et notamment dans le métavers que j'imagine, les utilisateurs qui sont par exemple timides dans la vie vont devenir totalement extravertis dans le métavers, etc. C'est-à-dire qu'ils vont devenir le contraire de ce qu'ils étaient dans la société réelle. Alors c'est intéressant parce que dans votre ouvrage, la société qui crée donc cet antimonde, ce lieu virtuel où les gens vont donc créer un double d'eux-mêmes pour y vivre des aventures étonnantes, c'est Heaven, paradis en français, c'est donc cette fameuse société. Souvent d'ailleurs, il y a ce jeu paradis, on s'imagine c'est formidable, et en fait ça va s'avérer un enfer dans votre ouvrage. Pourquoi avoir joué justement ce jeu? Est-ce que c'est pour dénoncer la communication des géants du numérique?
Non, c'est vraiment parce que je pense que quand on parle de métavers, en fait, c'est pas seulement futuriste. C'est la réactivation de la pulsion peut-être la plus ancienne qui existe dans l'humanité, à savoir le désir de paradis. Dans mon roman, le personnage qui crée ce métavers, justement, est quelqu'un qui est fasciné par l'Apocalypse de Jean, c'est-à-dire un texte où la Bible dit on va reconstruire le monde de manière céleste. On va l'imiter en le dégageant, en le libérant de la matérialité des corps. Et finalement, c'est ça ce que permettra le métavers, c'est de faire advenir effectivement le paradis. Et donc justement, vous dites, vous, que c'est une contre-société où se réunissent les déçus du réel. Ça fait très très peur. Bertrand Wolf, vous, justement, vous travaillez dans le métavers. Quand vous entendez ces réflexions de Nathan Devers, anti-monde, danger pour le lien humain, qu'est-ce que vous en pensez? Vous entendez ces propos? Bien sûr que je les entends, c'est un point de vue qui est intéressant. Un autre ouvrage de référence sur cet univers-là s'appelle Ready Player One, qui était un très bon bouquin avant de devenir un film de Spielberg. Voilà. Et le métavers qui est décrit appartient aussi à un seul individu, donc, qui a tout pouvoir sur cet espace, et qui s'appelle l'Oasis. Donc, un propos exactement inverse. L'Oasis, c'est le lieu dans lequel on est sauvé, c'est le lieu dans lequel on se réfugie quand on se sent en danger dans le monde extérieur. Donc, on peut avoir beaucoup de lectures différentes du métavers, et il faut avoir beaucoup de lectures différentes du métavers. Parce que si un seul métavers s'impose, alors là, on pourra craindre une dictature numérique. Mais s'il est possible d'en imaginer autant qu'il y a d'individus sur Terre, si chacun peut être le démiurge de son propre métavers, alors ça risque d'être assez fascinant en termes d'utilisation au quotidien. Emmanuel Galichet, justement, vous l'utilisez avec vos élèves donc, au Conservatoire national des arts et métiers. Depuis quand vous êtes intéressé donc, à la réalité virtuelle, au métavers? Est-ce que la pandémie a joué un rôle crucial pour le développement de cette technologie pour vos cours? Oui et non. Oui, parce qu'effectivement, on était tous chez nous et donc on a été obligés de trouver des moyens pour faire une continuité pédagogique. Pour autant, tout le monde n'a pas un casque de réalité virtuelle chez soi et donc on a été obligé de faire justement des développements sur des ordinateurs. Moi, je me suis intéressée à ces technologies bien avant le Covid. C'était en 2016 à peu près, où au CNAM, on est très précurseur sur la transition numérique, je dirais, sur les outils qui nous permettent d'aller diffuser le savoir partout et pour tous. Donc c'est vraiment notre mission fondamentale. Et donc le numérique, évidemment, est absolument incontournable. Justement, vous parliez d'outils technologiques. Alors, quels outils pour quelles applications le métavers? On va tout comprendre avec Morgane Prévost de la rédaction de France 3 Paris-Île-de-France pour le décryptage du 18-30. Morgane. Oui, alors le métavers, vous l'avez compris, c'est un monde virtuel parallèle. L'idée, c'est de faire basculer nos vies numériques dans une autre dimension. Et alors pour accéder au métavers, eh bien, il vous faut un ordinateur et vous pouvez utiliser aussi, c'est même recommandé, un casque de réalité virtuelle pour une immersion complète. Et puis, il vous faut bien sûr un avatar qui peut être une représentation réaliste de vous-même ou une plus farfelue. Alors la suite, on attend avec impatience parce que ça fascine le métavers. Et oui, ce qu'on peut y faire, eh bien, pour l'instant, vous pouvez avoir des discussions avec des amis ou des inconnus, comme sur les réseaux sociaux. Vous pouvez jouer à des jeux vidéo, assister à des expositions, vous promener dans des galeries d'art, ou même assister à des concerts. Par exemple, la semaine dernière, eh bien, la chanteuse Aya Nakamura, ou plutôt son avatar, a donné un concert virtuel sur Fortnite, l'éditeur de jeux vidéo. Et encore, Morgane ? Eh bien, votre avatar, vous pouvez le personnaliser et l'habiller. C'est donc une aubaine pour les marques. Plusieurs marques se sont lancées sur ce marché. Regardez, par exemple, cette paire de baskets. Son prix de vente, 10 000 $. Et cette paire de baskets, eh bien, elle n'existe que dans le monde virtuel. C'est donc un marché basé sur une économie propre avec des crypto-monnaies. Et accrochez-vous, certains économistes estiment le potentiel économique du métavers à des milliers de milliards de dollars. Eh oui, donc c'est vraiment vertigineux. Merci beaucoup, Morgane Prévost, pour tous ces détails passionnants, vertigineux, Nathan Devers. Quand vous voyez que ça devient réalité, si je puis dire, est-ce que cela vous effraie ? Écoutez, cela m'inspire un vrai vertige. C'est-à-dire que je pense que à supposer que la révolution du métavers fonctionne et qu'elle ait du succès, ça peut être aussi important dans l'histoire de l'humanité que la découverte des nouveaux continents ou que la conquête spatiale, c'est-à-dire un moment majeur. Comme vous l'aviez défini tout à l'heure, c'est le moment où on va passer de l'autre côté de l'écran et en fait, on va remplacer la représentation par l'immersion. La représentation, c'est celle de l'écran, des ordinateurs, etc. Mais c'est celle des tableaux, c'est celle des livres. Et vous savez, quand on lit un livre, quand on regarde un tableau, on rêverait tous de rentrer à l'intérieur du livre ou du tableau. Et finalement, le métavers, la définition que j'en donnerais, c'est une œuvre d'art, au sens très fort du terme, révolutionnaire, puisqu'on n'est plus spectateur, on est partie prenante de l'œuvre d'art. Il n'y a plus de séparation entre l'œil et l'objet qu'on observe.
Et ça peut être très effrayant et séduisant en même temps. Donc, pour bien comprendre, Bertrand Wolf, l'avatar, c'est donc un personnage que l'on crée sur son ordinateur qui va entrer dans un monde virtuel. Parce que pour ceux qui nous regardent, il faut bien comprendre comment définir cela. L'avatar, c'est la représentation de vous-même, c'est votre envoyé en fait dans un monde virtuel et qui va choisir d'agir selon votre propre volonté, sauf s'il est piloté par une intelligence artificielle naturellement. Mais ce n'est pas forcément nous-mêmes, puisqu'on peut être anonyme parfois. Ce n'est pas forcément nous-mêmes, on va dépasser le pseudonymat de l'Internet et on peut aller vers peut-être de l'anonymat. En tout cas, on peut prendre toute forme imaginable. Et ça ouvre un champ assez vertigineux, effectivement. Un champ des possibles qui peut être exploité, par exemple, en formation. Qu'est-ce que ça fait de prendre un cours face à Napoléon? Eh bien, Napoléon ou face à vous, Emmanuel Galichet, pourquoi pas? Justement, est-ce que vous croyez, vous, aux avatars? Est-ce que vous l'avez d'ailleurs expérimenté avec vos élèves? Est-ce que vous êtes vous-même une avatar dans ce monde du métavers, avec des élèves eux-mêmes des avatars? Oui, pour l'instant, alors c'est le début, hein, les prémices sont, en formation, c'est vraiment les prémices. Donc on a des avatars qui sont assez simples, d'accord? Mais je ne crois pas, alors en tout cas en formation, je pense qu'on doit rester nous-mêmes. C'est important parce qu'après, de toute façon, on ira dans le réel. Puisqu'on finira finalement les formations dans le réel. Et donc, il est important qu'on n'ait pas de déception ou d'émerveillement quand on va se rencontrer dans le réel. Alors, un point important à vous, l'avatar, vous l'appelez l'anti-moi, son propre avatar, et les avatars sont les anti-humains, donc tout est assez anti de notre monde aujourd'hui, en tout cas chez vous, Nathan Dever. Puisqu'on parle des applications comme Emmanuel Galichet, c'est important. Déjà, on va comprendre, pour pouvoir vivre un cours, il faut un casque. C'est important dans le métavers. Est-ce que ce casque est trop lourd? On l'a vu tout à l'heure à l'image. Beaucoup de personnes d'ailleurs disent que ce n'est pas encore confortable et pas encore au point. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est totalement vrai. Pour l'instant, ils sont en train d'évoluer, mais ceux en tout cas que moi j'ai achetés au conservatoire sont encore assez gros et ils serrent la tête. Donc c'est pas très confortable. Bertrand Wolf, vous conseillez les grands groupes du CAC 40, de grandes institutions vers le métavers. Les casques, est-ce qu'effectivement il faut encore les améliorer? Alors, nous sommes en 1997, pas en 1992, mais en 1997, si on prend la référence du développement d'Internet. Donc en termes de matériel, on a un accès à l'Internet avec un modem 12K peut-être. Et en termes de téléphonie, on a un téléphone qui permet de jouer à un jeu, peut-être en couleur, c'est peut-être le début, et de passer un coup de fil. Donc on a une marge de progression sur le matériel qui est dingue. Vous voulez dire que c'est la préhistoire là actuellement? C'est la préhistoire du métavers, ça que vous voulez nous dire? Du métavers. Et on a une marge aussi de progression ou d'évolution. Derrière progression, il n'y a pas forcément progrès, sur les cas d'usage qui sont complètement inouïs. Donc demander aujourd'hui ce qu'on fera du métavers dans 25 ans, c'est très complexe. Mais on peut imaginer que ça va bouleverser nos relations sociales de façon aussi fulgurante qu'Internet l'a fait au cours de ces 25 dernières années. Alors justement, travail à distance, vous, est-ce qu'il y a des grands groupes qui font des séminaires à distance dans le métavers? Absolument. Des exemples? Oui, on conseille par exemple une société américaine qui s'appelle Plateau, qui n'a pas de locaux. Ils sont une petite centaine de collaborateurs, ils n'ont pas de bureau, et chacun a un casque. Et ils utilisent le casque, l'email, les applications de visioconférence, peu importe, c'est juste des médias, et ils utilisent le meilleur média en fonction de l'objectif, quotidiennement. Et ils organisent des points de rencontre avec leurs clients et avec leurs partenaires lors d'événements totalement virtuels. Alors pourtant, moi j'ai toujours entendu dire dans le milieu des affaires, rien ne vaut une rencontre en tête-à-tête, le petit resto après, ce qui se passe autour de la machine à café, alors ça disparaît. Pas du tout. Ce qui se passe autour de la machine à café a disparu dans les visioconférences, mais se retrouve pleinement dans un espace en 3 dimensions où on peut avoir des apartés comme à la machine à café. Nathan Dever est dubitatif. Ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est là qu'on voit que l'histoire est imprévisible. C'est que la grande notion, le grand rêve, la grande utopie de la mondialisation, c'était d'imaginer, dans les années 80, avant, c'était d'imaginer que les gens allaient pouvoir sortir de chez eux, être tout le temps dehors. Et en fait, le point ultime de la mondialisation, c'est des liens qui sont numériques entre les gens. Et donc, ça peut aller vers une situation de confinement, ou en tout cas d'isolement. C'est ça le paradoxe. C'est ce que Bruno Latour expliquait très très bien, c'est que le monde se rétrécit en fait. Emmanuel Galichet, alors un point important, il faut qu'on comprenne, vous, c'est incroyable, vous travaillez beaucoup sur les centrales nucléaires.
Et donc, vous allez immerger vos étudiants dans les centrales nucléaires. En quoi c'est intéressant? Parce qu'on a vu des chirurgiens qui apprennent dans le métavers, d'autres également métiers. Et alors, qu'est-ce que vous faites avec vos élèves dans les centrales nucléaires? Alors, dans les centrales nucléaires, ça leur permet déjà de voir le gigantisme des installations industrielles. Donc ça, sur des jeunes qui ne sont jamais sortis, entre guillemets, de chez eux, c'est extrêmement important. Et puis ensuite, on va pouvoir jouer sur les comportements. Dans les centrales nucléaires, vous avez le risque de radioactivité et donc les comportements liés à la sûreté nucléaire sont fondamentaux. Et donc, quand vous êtes dans un milieu immersif d'une centrale, vous n'avez pas le risque réel, mais vous pouvez vous comporter comme s'il était là. Au niveau des manipulations, parce que c'est vrai qu'il y a également les tubes à essai dans les laboratoires avec des produits parfois dangereux. Nous savons tous des physiciens qui ont donc des maladies, notamment Marie Curie, parce qu'elle a manipulé des éléments radioactifs. Est-ce que ça disparaît aussi par conséquent? Est-ce que vous pouvez vraiment reproduire dans le métavers, justement, une manipulation physique ou chimique? Oui, totalement. Nous, au conservatoire, on a reproduit l'ensemble des travaux pratiques de mesures nucléaires, donc là où on mesure la radioactivité. Vous les avez derrière vous, si on voit à l'écran. Voilà. Et donc, ils vont maniper comme s'ils étaient sur leur paillasse avec la source radioactive et avec toute la chaîne électronique derrière. Les résultats et donc sans les dangers. Un autre point important, on a bien compris au niveau du métavers, c'est l'argent, le business. Donc, plusieurs centaines de milliards d'euros. Notamment Bloomberg dit à l'agence financière américaine au moins 800 milliards d'euros le métavers, parce qu'on peut acheter donc des vêtements, nous pouvons y acheter des chaussures, mais qui n'arrivent pas chez vous. C'est important à dire, qui vont rester à l'intérieur de l'univers virtuel et habiller le personnage virtuel. Et justement, dans votre livre, l'avatar qui est à l'intérieur, c'est ce qui va lui arriver. Il a même dépensé de l'argent, acheté des appartements, Nathan. Exactement. Dans mon livre, mon personnage, il grandit dans une France où l'immobilier, par exemple, est extrêmement cher, où son pouvoir d'achat est très bas, et il découvre avec un vertige absolu le fait que dans le métavers, il peut devenir propriétaire, multipropriétaire, millionnaire et multimillionnaire. Je trouvais ça assez romanesque d'imaginer, si vous voulez, la perspective d'une fortune comme ça entièrement virtuelle, qui soit décorrélée de tout travail aussi. Un point important, c'est la crypto-monnaie, justement. Mais alors, on a vu depuis janvier dernier, ça se casse la figure, les cours de la crypto-monnaie. Alors, est-ce que vraiment c'est un outil intéressant, finalement, d'aller faire du business dans le métavers, Bertrand Wolf? On peut se poser la question. On doit se poser la question. Il y a une flambée des crypto-monnaies et ensuite un écroulement. C'était purement spéculatif. Et crypto-monnaie et métavers sont deux sujets différents. Ils peuvent se rejoindre, mais ils vivent chacun leur vie très, très séparément. Nous, on a 40 mètres carrés de bureau à République, à Paris, mais on doit avoir à peu près 40 000 mètres carrés de locaux dans le métavers. Et on n'a pas dépensé un centime pour les avoir. On utilise des applications qui sont moins coûteuses. En tout cas, la blockchain, donc, qui est derrière les crypto-monnaies, est une technologie qui, elle, sera sans doute nécessaire en couplage avec le métavers, par exemple, pour sécuriser l'identité des avatars. Acheter des biens virtuels, de l'immobilier, des objets, on disait à l'instant également des œuvres d'art. Une galerie ici à Paris s'y est donc mise, c'est la galerie Schwab. Cette question à tendre vers, est-ce que ce n'est pas une nouvelle invention du capitalisme pour toujours plus consommer, puisqu'on commence à entendre ici et là dans le monde réel qu'il faut moins consommer? Est-ce que ce n'est pas un nouveau subterfuge du capitalisme? Oui, tout à fait, une sorte de ruse de la raison capitaliste ou néolibérale, possiblement. Et peut-être aussi le fait que ça signale le fait qu'on ne se sent plus propriétaire du réel, qu'on sent entre les gens dans la société. Parce que les conditions de possibilité de la réussite du métavers, pourquoi on aurait besoin d'avoir une vie ailleurs que dans le réel? C'est peut-être qu'aujourd'hui, le réel cloche un petit peu, qu'il n'arrive plus à créer des liens, qu'on ne s'y sent plus en présence. Et cette question, Bertrand Wolf aussi, parce qu'on entend beaucoup parler de sobriété énergétique. Alors, tous ces appareils, il faut les brancher, ça dépend de l'électricité. Aussi, on le sait au niveau de la pollution, parce qu'il y a des data centers, ces endroits, etc. Est-ce que c'est vraiment, finalement, une technologie d'actualité à l'heure de la sobriété énergétique et de la lutte contre le réchauffement climatique? Alors, le métavers a la chance de naître avec les problèmes de son époque, et donc je pense qu'il ne survivra pas s'il n'arrive pas à prouver un bilan positif vis-à-vis de ces sujets-là. Une des façons de l'envisager est, par exemple, de se dire qu'on va réduire singulièrement nos déplacements dans la vie réelle pour plus d'échanges virtuels.
Quels échanges intéressants dans le monde réel du 18-30. Merci, peut-être qu'un jour les téléspectateurs pourront être avec nous dans un monde virtuel. Pour l'instant, nous sommes bien là grâce à la télévision. C'était passionnant. Merci beaucoup Emmanuel Galichet, enseignante-chercheur en physique nucléaire au Conservatoire national des arts et métiers. Vous utilisez le métavers pour travailler sur la physique, notamment nucléaire. Merci Bertrand Wolf, cofondateur d'Antilogie, cabinet conseil en réalité virtuelle augmentée, mixte et métavers. Votre société, il faut le dire, est également en pleine croissance. En tout cas, ça intéresse du monde. Et merci beaucoup Nathan Dever, doctorant en philosophie, auteur de l'ouvrage Les liens artificiels, paru chez Albin Michel, également nommé au prix Goncourt. Chez vous, le métavers s'appelle l'antimonde, il est peuplé d'anti-humains. C'est absolument passionnant. Merci de votre fidélité. Nous sommes ensemble du lundi au jeudi à 18h30 sur France 3. Tout de suite, votre 19-20.